Alors, la première chose que j'aimerais faire, c'est vous présenter les intervenants dans la profession d'un conseiller en sécurité financière. Qui intervient dans cette profession-là? Le premier intervenant dans la profession de conseiller en sécurité financière, c'est vraiment le gouvernement du Canada via les gouvernements des provinces et les organismes de réglementation. Ceci pour vous dire que le titre de conseiller en sécurité financière, c'est un titre encadré, c'est un titre réglementé. Pour porter ce titre-là, il faut une licence. C'est pas tout le monde qui peut dire, se placer sur la place publique et porter le titre de conseiller en sécurité financière. Si une personne n'est pas conseiller en sécurité financière, si une personne n'a pas la licence de conseiller en sécurité financière et porte ce titre-là, elle peut être poursuivie en justice pour cela. Et vous comprenez pourquoi. On parle quand même de l'argent des personnes qui travaillent au Canada. On parle de l'argent des personnes qui travaillent dur, fort pour gagner de l'argent. Et s'il y a des personnes qui embarquent, qui se font passer pour, qui portent des titres qui ne sont pas les leurs et vont causer des dommages dans les finances des gens, ça ne peut pas passer comme ça. On protège quand même les Canadiens, on protège les personnes qui travaillent au Canada et on ne voudrait pas que n'importe qui porte ce titre-là. Donc sur les réseaux sociaux, vous allez remarquer que tout le monde ne porte pas le titre de conseiller en sécurité financière. Même si la personne maîtrise comment les finances marchent au Canada, elle ne peut pas porter ce titre-là. Parce que si elle porte ce titre-là, elle peut être poursuivie. Ce n'est pas un jeu. Donc, première chose, retenez que pour porter ce titre de conseiller en sécurité financière, vous avez une licence. Vous devez avoir une licence. Donc moi, aujourd'hui, si vous connaissez mon nom de jeune fille, pas mon nom tel qu'il s'affiche sur les réseaux sociaux, si vous connaissez mon nom de jeune fille, si vous allez sur le site de l'autorité des marchés, si vous tapez mon nom, vous allez voir que je suis reconnue, je suis une professionnelle reconnue et vous allez voir la compagnie avec laquelle je travaille. Donc le titre, c'est un titre réglementé, c'est un titre qui prend une licence. Parce qu'on touche aux finances des personnes qui travaillent fort et il ne faudrait pas que n'importe qui, qu'on ne peut pas rattraper à un moment donné, se retrouve là-dedans. Donc c'est un titre déjà encadré. Première chose que vous devez savoir, c'est vraiment le premier intervenant. Le deuxième intervenant dans la profession, c'est les compagnies d'assurance, les compagnies financières avec lesquelles on travaille. Ça veut dire que quand on est conseiller en sécurité financière, en fait, on travaille pour des compagnies, que ce soit des compagnies d'assurance, que ce soit des compagnies d'investissement, que ce soit des banques. C'est essentiellement pour ces institutions-là qu'on travaille. Donc, s'il n'y a pas de banque, s'il n'y a pas de compagnie d'assurance, s'il n'y a pas d'institution financière, le conseiller en sécurité financière ne travaille pas parce que c'est vraiment pour ces compagnies-là qu'il travaille essentiellement. Il pourra donner du conseil, il pourra faire plein de choses, mais il ne pourra pas être payé parce que ce sont ces compagnies-là qui payent le conseiller en sécurité financière. Maintenant, les troisièmes intervenants, ou alors le troisième intervenant, ce sont les compagnies qui sont des compagnies de courtage. Là-dessus, je vais peut-être aller directement sur le sujet pour que vous compreniez que les compagnies de courtage, ce sont en général des compagnies qui ont des ententes avec les compagnies d'assurance, les banques, les sociétés d'investissement pour que les personnes qui travaillent sous leur bannière puissent distribuer les produits de ces banques, de ces compagnies d'assurance-là et de ces compagnies d'investissement. Ça veut dire qu'un conseiller en sécurité financière, quand il a sa licence, il a deux possibilités qui s'offrent à lui. La première possibilité, c'est d'aller travailler comme salarié dans une compagnie d'assurance, une banque, une société d'investissement. Il peut dire, moi, je veux un salaire à la fin du mois. Il va auprès d'une compagnie. La compagnie lui dit, OK, on te recrute comme salarié. Chaque mois, voilà les objectifs que tu dois atteindre. Si tu atteins tes objectifs ou pas, voilà le salaire qui t'est versé. Il y aura certainement une partie fixe, une partie variable. Mais tu sais que tu es dans l'effectif de la banque, de la compagnie d'assurance ou de la société d'investissement. Maintenant, il y a des conseillers en sécurité financière qui ne seront pas des personnels de ces compagnies-là. Ils vont donc travailler avec des compagnies de courtage. Donc, la compagnie de courtage te permet à toi, conseiller en sécurité financière, de distribuer les produits d'une banque, d'une compagnie d'assurance, d'une société d'investissement, mais tu n'en es pas personnel. Tu représentes juste cette compagnie-là parce que tu peux, au travers des accès qu'on t'a donnés, au travers des codes, au travers d'un certain nombre d'ententes, distribuer les produits de la compagnie, mais tu n'es pas dans l'effectif de cette compagnie-là. Tu es plutôt un travailleur autonome qui travaille sous le chapeau d'une compagnie de courtage.
Et là, c'est les travailleurs autonomes, c'est les conseillers en sécurité financière qui sont des travailleurs autonomes. Dans ce cas-là, ce sont les conseillers en sécurité financière qui sont des travailleurs autonomes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas salariés, mais ils travaillent via une compagnie de courtage qui leur permet d'avoir les accès soit d'une banque, soit d'une compagnie d'assurance, soit d'une société d'investissement pour offrir aux personnes les produits de cette banque-là, de cette compagnie d'assurance-là, de cette société d'investissement. Vous voyez? Donc ici, on a deux possibilités quand on veut être conseiller en sécurité financière. Soit on devient salarié et on travaille pour une seule compagnie. On ne vendra que les produits de cette compagnie-là. On est dans le fichier de la compagnie. Bref, on est vraiment personnel de cette compagnie-là. Soit on est un travailleur autonome qui est dans une compagnie de courtage qui vous donne les accès à une autre compagnie ou à plusieurs autres compagnies et vous pouvez donc offrir, tout comme le personnel salarié, les produits ou les services de ces compagnies, des compagnies avec lesquelles la compagnie de courtage a une entente. J'essaie vraiment d'être schématique pour que vous compreniez. Donc, le gouvernement du Canada chapeaute l'activité. Vous avez les compagnies, banques, compagnies d'assurance, compagnies d'investissement qui offrent des produits financiers. Et maintenant, la banque elle-même peut recruter son personnel. La compagnie elle-même d'assurance peut recruter son personnel. La compagnie d'investissement peut recruter son personnel. Mais à côté, il y a des compagnies qui peuvent aller voir une compagnie d'assurance, une compagnie d'investissement, une banque et lui dire « Moi, j'aimerais être ton représentant. Donne-moi ton OK, signons des ententes pour que j'ai des personnes qui offrent aussi tes produits. » Vous voyez? Donc, c'est à ce niveau-là donc que ma vidéo prend tout son sens. Parce que quand il s'agit d'être personnel salarié d'une compagnie, d'une banque, d'une société d'investissement, vous comprenez le principe. Vous passez une entrevue, on vous recrute, vous devenez le personnel de la compagnie. Il n'y a rien de difficile là. Mais maintenant, dans le modèle d'affaires des compagnies qui vont avoir les codes des banques, des sociétés d'assurance, des sociétés d'investissement, vous êtes un peu mélangé. Vous êtes un peu mélangé parce que dès que je vous explique le modèle de ces compagnies-là, la première réaction c'est « Hey, c'est pas du marketing de réseau. » Mais ça, c'est le marketing de réseau. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire ici, c'est que le secteur de l'assurance et des finances, c'est un secteur très réglementé. Je vous ai dit, le titre que nous portons, tout le monde ne peut pas le porter. C'est la première chose que vous devez retenir. Donc, le titre de conseiller en sécurité financière, c'est un titre encadré. Tout le monde ne peut pas se dire conseiller en sécurité financière. Tout le monde ne peut pas se placer sur la place publique et porter le titre de conseiller en sécurité financière. Je vous envoie faire un devoir. Regardez sur les réseaux sociaux combien de personnes parlent de finances et combien de personnes disent qu'elles sont conseillères en sécurité financière. Vous pensez que c'est parce qu'elles ne savent pas que c'est un titre qui existe? Des gens vont porter de titres de peut-être conseiller tout court, de mentor tout court, des titres de coach tout court, mais personne qui n'est conseiller en sécurité financière n'oserait porter ce titre-là. Allez regarder sur les réseaux. Si vous voyez quelqu'un porter le titre de conseiller en sécurité financière, c'est vraiment un conseiller en sécurité financière. Mais toutes les personnes qui vont vous mettre tous ces autres titres-là, mentor, spécialiste, expert, coach, c'est pas des conseillers en sécurité financière. Ça veut dire que c'est pas des personnes que vous pouvez aller voir dans un fichier, dans le fichier de l'autorité des marchés financiers et retrouver leur nom. Non. C'est peut-être des personnes qui comprennent comment les finances marchent, mais c'est pas des personnes qui ont la licence. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, première chose, c'est un métier à réglementer, c'est un métier encadré. Ensuite, quand vous embarquez dans une compagnie de courtage qui vous recrute ou alors qui vous prend comme travailleur autonome, retenez une chose, c'est que toutes les compagnies de courtage dans le conseil en sécurité financière au Canada et aux États-Unis ont le même modèle, ce que vous appelez marketing de réseau. Ici, on appelle ça la vente directe. Je comprends que quand on parle de marketing de réseau, surtout pour nous qui venons de pays où certaines compagnies ont un peu dénaturé l'affaire, les gens sont un peu perdus, se disent les affaires où les gens viennent arnaquer les autres là. Non, je vous rassure tout de suite, c'est pas la même chose. Et je vais vous expliquer comment ça marche.
Le principe des compagnies de vente directe est le même. Il est vraiment le même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit, si j'ai un modèle d'affaires qui est intéressant, si ce que j'ai à offrir est intéressant, je n'ai pas besoin d'investir dans la publicité. Je n'ai pas besoin d'investir dans les frais de publicité, la promotion, faire trop de tapage médiatique, non. Si je sais que mon produit est bon, il me suffit de prendre une personne qui est satisfaite de mon produit. Quand une personne est satisfaite du produit, on n'a même pas besoin de la flatter. Elle en fait la promotion toute seule. C'est pour ça que dans le modèle de vente directe, ce que vous appelez marketing de réseau, il n'y a pas de publicité qu'on va faire. C'est toujours des gens qui vont parler à d'autres et vont les ramener. Pourquoi? Parce qu'elles sont convaincues. C'est-à-dire qu'elles voient comment ça marche, elles voient les bienfaits de l'affaire et elles embarquent. Elles font embarquer des gens dedans. Je reconnais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas satisfaites, qui ne trouvent pas leur compte dans quelque chose et vont embarquer les autres dedans. Ça, je le reconnais. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, une fois qu'on les a eues, elles veulent ramener des personnes pour se faire avoir. Mais je vous précise que dans notre cas, c'est pas pareil. Il faut savoir que dans la vente directe, dans le système que toutes les compagnies de courtage auront, c'est très souvent que vous recrutez une personne. C'est sur les ventes que cette personne fait là que vous aussi, vous aurez un pourcentage. Ça veut dire qu'on ne vous demande à aucun moment d'apporter une certaine somme, de déposer une certaine somme, non. Moi, par exemple, dans le cas de la compagnie où je suis, la compagnie Experior, quand vous rentrez, les seuls frais que vous avez, c'est les frais de back-office. C'est-à-dire quand vous avez déjà votre licence. Je ne parle pas de quelqu'un qui va d'abord aller étudier. Je parle de quelqu'un qui n'a pas encore, je parle de quelqu'un qui a déjà sa licence. Donc, quand vous avez déjà votre licence, les seuls frais que vous avez à payer, ce sont les frais de back-office. C'est-à-dire, le back-office, c'est quoi? C'est que c'est le bureau virtuel sur lequel vous allez faire toute votre activité, le bureau dans lequel vous aurez vos contrats avec les compagnies, le bureau dans lequel vous allez rentrer vos documents de conformité. Parce que quand vous rencontrez un client, si un client a ouvert un CELI, par exemple, a ouvert un compte de placement, il y a une conformité à remplir. Vous devez remplir les documents, montrer que vous êtes assis avec la personne, que vous avez échangé, vous avez vérifié que la personne est vraiment à un statut qui la rend éligible à ouvrir ce compte-là. Vous avez vérifié que la personne, dans son budget, elle a les moyens de payer ce que ça va prendre chaque mois d'avoir un CELI, ou si c'est un placement qu'elle veut faire, qu'elle a les moyens de le faire, que vous aussi, vous n'avez pas cherché à vendre quelque chose de trop cher à quelqu'un qui n'a pas la capacité de supporter ça. Bref, vous avez une conformité que vous devez remplir chaque fois que vous rencontrez une personne. Ça vous couvre, ça couvre aussi la personne. Ça montre que vous avez fait votre travail dans les normes. Dans ce back-office-là, il vous est chargé chaque mois. Et il vous est chargé combien? 45 $ chaque mois. Aujourd'hui, je vous parle, il est à 45 $ chaque mois. En fait, c'est comme si vous avez une activité en ligne, mais il y a quelqu'un qui se charge de faire votre comptabilité, de faire votre paye, de vérifier la conformité de vos contrats, de mettre à votre disposition des formations, de mettre à votre disposition tout le support dont vous avez besoin pour votre activité. Donc moi, aujourd'hui, je travaille à partir de chez moi, mais dans mon back-office, j'ai tout le support dont j'ai besoin. Les accès à mes contrats sont dans le back-office. C'est quelqu'un d'autre qui s'en est chargé, je ne sais même pas qui c'est. Vous voyez, donc c'est les seuls frais que vous payez. Maintenant, comprenez bien une chose, c'est que la compagnie de courtage, ce n'est pas la compagnie d'assurance, ce n'est pas la banque, ce n'est pas la société d'investissement. Ça veut dire que vous rentrez juste dans une compagnie qui a une entente avec les banques, les compagnies d'assurance et les compagnies d'investissement. C'est avec cette compagnie-là que vous faites affaire. C'est cette compagnie-là qui a un contrat avec une banque, avec une compagnie d'assurance ou avec une société d'investissement. C'est vraiment elle qui va faire le nécessaire pour que vous, qui devenez des travailleurs autonomes sous son chapeau, vous ayez les accès, vous ayez les codes. C'est elle qui vérifie que tout est correct. Vu que vous ne pouvez pas aller directement, vous branchez à la source, soit de la banque, soit de la compagnie d'assurance, soit de la société d'investissement. Il y a un intermédiaire au milieu qui est la société de courtage. Donc, c'est la société de courtage qui est l'intermédiaire entre la société d'assurance, la compagnie d'assurance, la banque ou la société d'investissement et vous. Donc, l'intermédiaire au milieu et s'assure juste que vous, en tant que travailleur autonome, vous travaillez comme il se doit pour livrer la marchandise de la banque, de la compagnie d'assurance ou de la société d'investissement. Donc, quand vous êtes rémunéré, en fait, c'est cette compagnie-ci qui donne votre argent à l'intermédiaire qui est la compagnie de courtage. Et la compagnie de courtage vous reverse la commission suivant les ententes qui sont dites dans le contrat. Parce que si vous ne vendez aucun produit
que ce soit d'une banque, que ce soit d'une compagnie d'assurance ou que ce soit d'une société d'investissement, l'argent viendra d'où? Vous n'aurez aucun argent parce que il faut placer les produits de la banque, de la compagnie d'assurance ou de la société d'investissement pour que vous soyez payé. Pareil, je vous disais que c'est des modèles, comme on dit, des modèles de vente directe. C'est des modèles dans lesquels on n'investit pas en publicité. Mais on sait que si quelqu'un qui est dans la compagnie de courtage est satisfait par la rémunération qu'il touche, est satisfait par tout ce qui se passe au sein de l'entreprise, l'ambiance, l'accompagnement, l'énergie et tout, c'est spontanément qu'elle va aller voir son frère et lui dire « Tu travailles peut-être aujourd'hui. Écoute, est-ce que tu sais qu'à côté de ton emploi, tu peux devenir conseiller en sécurité financière? Moi, la compagnie à laquelle je travaille, voilà ce qu'elle te permet de faire. » Parce que oui, c'est une possibilité. Vous pouvez être travailleur à temps partiel comme conseiller en sécurité financière. Vous pouvez être conseiller en sécurité financière à temps partiel et avoir votre emploi. Si vous cherchez à avoir un complément de revenu, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais d'abord à temps partiel et ensuite, je suis devenu conseiller en sécurité financière à temps plein. Donc, je reviens à l'exemple que je prenais. C'est des compagnies qui n'investissent pas dans de la publicité. Vous ne verrez jamais les compagnies qui font dans le courtage ou alors qui emploient les travailleurs autonomes. Vous ne les verrez jamais faire de publicité, jamais. Essayez de faire le tour. C'est vraiment les personnes qui sont au sein du système parce qu'elles sont satisfaites. Vous allez chercher d'autres personnes et les ramener dans le système. Et quand vous ramenez une personne dans le système, la personne ne fait aucun dépôt. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne à qui on va dire « Ok, pour rentrer dans le système, paye telle somme. » Non. Tout comme vous, elle ne paye que pour le bureau virtuel. En tout cas, moi, dans la compagnie à laquelle je suis, la seule dépense que la personne a à assumer chaque mois, c'est son bureau virtuel. Parce que elle a sa licence et pour vendre les produits de la compagnie, elle doit payer le bureau virtuel, elle doit payer pour le bureau virtuel. Les produits que vous vendez, ce ne sont pas les produits de la compagnie de courtage. C'est les produits d'une banque canadienne, c'est les produits d'une compagnie d'assurance canadienne, c'est les produits d'une société d'investissement canadienne. Et ce sont des organismes réglementés. Banque, assurance, compagnie d'investissement, ça relève du fédéral. Ça veut dire que ce n'est pas des compagnies qui vont disparaître comme ça du jour au lendemain. Et je vous ai toujours dit, les compagnies d'assurance ont ce qu'on appelle Assuris. Assuris, c'est vraiment le backup quand il s'agit d'assurance. C'est pour ça que je vous dis souvent d'investir avec des sociétés d'assurance. Parce qu'avec les compagnies d'assurance, vous avez ce qu'on appelle Assuris. Assuris, c'est cette compagnie-là qui, lorsqu'une compagnie d'assurance n'est plus opérationnelle, Assuris se charge donc de récupérer la clientèle de cette compagnie-là qui n'existe plus pour X ou Y, Z raison. Toutes les personnes qui étaient clientes de cette compagnie d'assurance-là, Assuris se charge de les reverser auprès d'une autre compagnie. C'est pour ça que quand quelqu'un a un contrat d'assurance, c'est une personne qui peut dormir tranquille parce que si jamais la compagnie d'assurance en question ferme, même si cette compagnie d'assurance la ferme, ce que Assuris va faire, c'est d'écrire à cette personne et de lui dire « Tu étais auprès de telle compagnie, tu avais tes comptes de placement auprès de cette compagnie-là, tu avais tes investissements auprès de cette compagnie-là, tu avais tes polices d'assurance auprès de cette compagnie-là. La compagnie n'existe plus, mais désormais, pour toutes tes polices d'assurance, voilà la compagnie à laquelle tu dois te référer. » Donc, si vous êtes une personne, si vous êtes au Canada, si vous avez un contrat d'assurance et que du jour au lendemain, vous ne retrouvez plus la compagnie qui avait établi le contrat, rapprochez-vous d'Assuris parce que Assuris va vous dire la compagnie en question n'existe plus. Désormais, la compagnie qui prend le relais pour toute sa clientèle, c'est celle-là. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter quand vous traitez avec les assurances. C'est pour ça que je vous dis souvent, c'est la garantie. C'est-à-dire que l'assurance, c'est vraiment ça. Ça vous rassure. Ça vous offre des garanties que vous n'aurez nulle part ailleurs. C'est vraiment la meilleure sécurité, je dirais. C'est-à-dire que si la compagnie avec laquelle vous êtes actuellement n'existe plus, Assuris, vous contactez juste Assuris, vous dites j'étais avec telle compagnie, la compagnie, je n'arrive plus à rentrer en contact avec elle. Assuris va vous dire ok, vous n'étiez peut-être pas au courant, la compagnie a cessé ses activités ou alors elle a fait une fusion, une acquisition, quoi que ce soit. Rapprochez-vous de tel. Vous voyez, c'est vraiment ça la garantie qu'il y a en matière d'assurance. Donc pour revenir à ce que je disais, toutes les compagnies de courtage, c'est vraiment ça le modèle. Elles sont juste l'intermédiaire entre vous, le travailleur autonome, et les compagnies. Donc vous avez l'obligation de faire votre travail comme il se doit. Vous devez faire votre travail comme il se doit. Et une fois que vous avez placé les contrats de la banque, de la compagnie d'assurance ou de la société d'investissement, c'est elle qui va vous verser la commission via l'intermédiaire qui est la compagnie de courtage. Donc c'est vraiment le modèle le plus répandu pour quelqu'un qui veut être travailleur autonome ou qui ne veut pas être
employé. Parce que quand vous êtes salarié, vous ne pouvez pas faire le conseil en sécurité financière à temps partiel. Si vous êtes déjà salarié, c'est-à-dire que vous êtes déjà un conseiller en sécurité financière salarié, vous ne pouvez pas aussi dire que vous le faites à temps partiel pour une autre compagnie. Même vous voyez que ça ne fait pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a une compagnie qui vous a déjà recruté, vous êtes son personnel. Vous ne pouvez pas aussi aller vers une autre compagnie et dire que bon, je viens aussi travailler pour toi à temps partiel. Il y a déjà un enjeu au niveau de la concurrence. Donc, c'est vraiment le modèle pour les personnes qui cherchent à faire un revenu à temps partiel. C'est-à-dire, si quelqu'un cherche à faire un revenu à temps partiel, il pourrait aller sous le chapeau d'une compagnie de courtage, passer sa licence et travailler via cette compagnie-là. Parce que là, c'est vous qui décidez du jour où vous travaillez, du jour où vous ne travaillez pas. Vous n'êtes pas salarié. Ça veut dire, parce que quand vous êtes un salarié, vous connaissez déjà votre salaire. Mais si vous le faites en tant que travailleur autonome, vous le faites via une entreprise de courtage avec lequel vous êtes un travailleur autonome qui va chercher les codes auprès des entreprises, banques, assurances, sociétés d'investissement et vous permet à vous de déployer votre activité. On retient bien que vous aussi, vous avez l'obligation d'être conforme. C'est pas parce que vous êtes un travailleur autonome que vous êtes un électron libre. Non, votre licence vous encadre, le code éthique et déontologique vous encadre. Maintenant que j'ai dit ça, il faut comprendre une chose. Avant d'embarquer avec une société de courtage, il y a des questions qu'il est important de poser.